modalités des greffes de cellules souches hématopoïétiques. En fait, ça signifie comment, pourquoi et quand faire des greffes de moelle osseuse et quelles relations ces greffes de moelle osseuse ont-elles avec le cancer et une forme très particulière, emblématique du cancer, qui sont les leucémies, qui ont longtemps été appelés les cancers du sang. Donc j'espère, avec une terminologie appropriée, vous expliquer ce qui se passe quand on fait des greffes de moelle osseuse, pourquoi ça s'appelle non pas des greffes de moelle osseuse, mais maintenant greffes de cellules souches hématopoïétiques, quels sont les résultats qui sont obtenus, et avec des progrès qui sont immenses, depuis la création de cette technique. Donc, modalité des greffes de cellules souches hématopoïétiques. Alors, pour que vous compreniez, il faut que je vous explique au moins deux concepts, celui des cellules souches et celui des cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches, ce sont des cellules qui sont partout, dans tous les organes, et qui servent à la constitution de ces organes, à la prolifération des cellules de ces organes. Et les cellules souches, d'une manière générale, sont au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau du tube digestif, sont des cellules qui ne sont pas encore déterminées dans leur avenir et qui font un choix de carrière. C'est un petit peu comme un étudiant qui vient de passer le baccalauréat et qui ne sait pas encore s'il va aller à la fac de droit, à la fac de lettres, à l'unité, acheter une pizzeria, il ne sait pas. Les cellules souches. Voilà. Après, il y a un deuxième niveau. Il a décidé, cet étudiant, de s'inscrire en médecine. Donc, il est cellules souches hématopoïétiques. Donc, il sera médecin, mais il ne sait pas encore s'il sera dermatologue, cardiologue, hématologue. Ce sont les cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire un niveau au-dessus de préparation et de décision. Ces cellules souches hématopoïétiques sont des cellules qui vont faire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qui servent à la coagulation. Ces cellules souches hématopoïétiques se trouvent dans la moelle osseuse, mais également dans le sang circulant et également dans le sang médical. C'est pour cette raison qu'on ne parle plus de greffe de moelle osseuse, mais de greffe de cellules souches hématopoïétiques, puisque, vous le verrez, on n'utilise pas que la moelle osseuse pour faire des greffes de moelle. Alors, un concept extrêmement important à bien réaliser, c'est que la moelle épinière et la moelle osseuse n'ont rien à voir. La moelle épinière, c'est ce tissu nerveux qui passe au niveau de la colonne vertébrale, dont partent les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs, qui vous permettent de diriger votre bras, d'avoir la sensibilité si vous vous brûlez. Ça n'a rien à voir avec la moelle osseuse, qui est au niveau des os. C'est la moelle du pot-au-feu, qui fait des globules rouges, des globules blancs et qui fait des plaquettes. Et parmi les globules blancs, il y a les globules qui correspondent au système immunitaire. Alors nous sommes très pénalisés en France par cette terminologie. Parce qu'en France, on confond moelle épinière et moelle osseuse, alors que dans les pays anglo-saxons, en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, la terminologie entre moelle osseuse et moelle épinière est complètement différente, il n'y a pas de confusion. La confusion n'existe que dans les pays francophones, et c'est un handicap extrêmement important pour recruter des donneurs, parce que l'année dernière, par exemple, on avait fait une conférence où j'avais demandé à une donneuse de venir, et elle avait expliqué pourquoi elle avait accepté de donner sa moelle osseuse pour une petite qui avait une leucémie et qui avait besoin de cellules. Et quand elle a dit qu'elle donnait sa moelle osseuse, dans son lycée, on lui a dit « Mais t'as pas peur d'être paralysé ?» Donc vous voyez que ce handicap de communication est permanent et il faut qu'on lutte contre. Alors la moelle osseuse, son rôle, quand Rabelais parlait de la substantifique moelle dans les années 1574, il ne savait absolument pas à quoi servait la moelle osseuse, mais il parlait de la substantifique moelle. Sa fonction à cette moelle osseuse,
a été inconnue pendant des millénaires et au XIXe siècle, Ernest Neumann a montré que c'était cette moelle osseuse qui fabriquait donc les globules rouges, les globules blancs et les plaques. En 1950, première expérience, on irradie une souris, elle meurt. C'est pas très étonnant. On irradie une souris, mais on protège uniquement une de ses pattes avec du plomb. Ça veut dire que tout son organisme est irradié, sauf la patte. Eh bien, la souris ne meurt pas. Parce qu'à partir de la moelle osseuse qui est uniquement dans sa patte, avant gauche dans le schéma, toutes ces cellules vont coloniser l'ensemble de ces os et refaire une moelle osseuse complète. Compte tenu de cette information, deuxième expérience, on irradie une souris, mais une fois qu'on l'a irradiée, de manière létale, c'est-à-dire de manière à ce qu'elle meure, on injecte des cellules de moelle osseuse, notre souris, et à ce moment-là, on s'aperçoit que la souris qui a été irradiée et qui a eu une injection de moelle osseuse va survivre. Alors, il était difficile, pour des raisons éthiques, d'essayer de faire la même expérience chez l'être humain. On a quand même eu quelques concepts de réflexion. C'est de se dire que le don de moelle osseuse, il pouvait être utile à partir de quelqu'un qui avait une moelle saine pour la donner à quelqu'un qui avait une moelle malade. Donc là, on reste dans une logique tout à fait classique. Pourquoi on grefferait? Eh ben, on greffe parce que Martin a une moelle malade, on trouve quelqu'un qui a une moelle saine, qui est compatible, on va voir tout à l'heure pourquoi et comment on est compatible. Et quand est-ce que Martin a une moelle malade? Eh ben, quand il a une aplasie médulaire, c'est-à-dire que sa moelle osseuse ne fonctionne pas du tout. Quand il a un déficit immunitaire, ce sont ces bébés bulles qui ne peuvent pas sortir des bulles parce que sinon j'attrape la moindre infection et qui meurt immédiatement. Ce sont certaines anémies du bassin méditerranéen et ce sont des moelles envahies par des cellules cancéreuses. Le paradigme, ce sont les leucémies, les lymphomes, les myélomes, mais aussi un certain nombre de cancers, et en particulier des cancers de l'enfant. Alors on ne peut pas faire n'importe quoi, hein. On a des problèmes d'incompatibilité à réaliser, donc voilà, il faut rester dans une compatibilité d'espèces. Si on essaye entre le petit chien et le petit chat, ça ne marchera pas, entre le petit chat et le poisson rouge, ça ne marchera pas. En revanche, là, ça marche très bien avec les singes rhésus, et ça marche chez l'homme, puisqu'on est dans la même espèce. Alors, qu'en est-il de la compatibilité transfusionnelle? Tout le monde connaît le système ABO, le groupe sanguin rouge. Donc vous savez qu'on a des règles transfusionnelles, que O est donneur universel, que A est donné à A, B à B, qu'on a des règles de donneur et de receveur universels qui sont connues depuis 1900 et quelques par Landsteiner, qui nous servent à faire la transfusion sanguine. Est-ce qu'on va en tenir compte? On en a tenu compte pendant très très longtemps, mais ça n'a pas été suffisant. En effet, le système ABO est le système des globules rouges. Mais quand on fait une greffe de moelle osseuse, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le système des globules rouges, c'est le système des globules blancs. Parce que les globules blancs sont ceux qui sont dans la moelle osseuse. C'est le système qui est dans tous les tissus. Et contrairement à ABO, où il y a A, B et O, quand on s'intéresse au système d'histocompatibilité qu'on appelle HLA, pour domaine leucocyte antigène, eh bien on n'est pas à quelques possibilités, on est à des millions de possibilités. C'est-à-dire que l'auto à côté, c'est la rigolade. C'est toutes les chances de gagner au loto et très très peu de chances de gagner en histocompatibilité. Puisque la chance d'avoir un donneur compatible non apparenté est d'une chance sur 1 million. Une chance sur 1 million. Si vous avez une maladie qui réclame une greffe de moelle osseuse, pour trouver un donneur compatible dans la planète, on n'a pas testé les autres, on n'a pas testé les autres systèmes solaires et autres, c'est une chance sur 1 million. Peut-être que Philae va donner d'autres informations, pour le moment on est à une chance sur 1 million.
qui fait que quand on décide de greffer, avec qui il faut greffer? Alors il faut greffer dans un premier temps avec un donneur de la fratrie. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois mendéliennes qui avaient été décrites depuis des années avec des petits pois verts ridés par idée et tout, qui expliquent que dans une fratrie française, pourquoi une fratrie française? Parce qu'on a 2,3 enfants en France, on a une chance sur 4 d'avoir un frère ou une sœur qui est compatible. Donc on commence par regarder s'il y a un frère ou une sœur qui est compatible. Si on n'a pas, on regarde un donneur de fichiers international, volontaire, et là on a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible. Si on ne trouve pas un donneur compatible sur le fichier international, on regarde les cordons ombilicaux. En effet, on s'est aperçu il y a 25 ans, 30 ans maintenant, que les cellules des cordons ombilicaux étaient des cellules qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire aux cellules souches qui se trouvaient dans la moelle osseuse. Donc on pouvait utiliser ces cellules de cordons ombilicaux pour faire des greffes de moelle osseuse. À partir du moment où on a eu cette information, on a commencé à congeler des cordons ombilicaux dans différentes banques, en France, en Belgique. En Belgique, ils sont extrêmement compétents, en Allemagne, et on a donc la possibilité, sous certaines règles que je vais vous expliquer, d'utiliser des cordons ombilicaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un père et une mère ne peuvent donner à son enfant. La première question que nous posent les parents quand on a un enfant qui est leucémique et à qui on dit on va faire une greffe de moelle osseuse, le père et la mère dire mais je donne. Non, mais la probabilité, vous n'avez pratiquement aucune probabilité d'être compatible avec votre fils parce que vous ne lui avez donné que la moitié de votre capital génétique. Et votre épouse ne lui a donné que la moitié de son capital génétique. Donc ça ne marchera pas. On a besoin d'une compatibilité totale. Alors j'ai mis sauf exception parce que maintenant, depuis quelque temps, avec de nouveaux immunosuppresseurs, dans des situations désespérées, on essaye quand même de prendre la moelle osseuse du père ou de la mère, avec des résultats qui sont pas particulièrement remarquables. Mais bon, à la question, est-ce que je peux donner à mon fils? La réponse est non. C'est pareil pour une fille. Hein. Alors quand on greffe, le principe c'est d'éliminer la dernière cellule. On se dit, cet adulte, cet enfant, a encore des cellules cancéreuses ou leucémiques dans son organisme. Il faut tuer la dernière cellule et remplacer par des cellules qui sont complètement saines. Donc pour remplacer par des cellules qui sont complètement saines, il faut faire ce qu'on appelle un conditionnement. C'est-à-dire qu'il faut commencer par une chimiothérapie. Merci Elisabeth, qui est une chimiothérapie à dose létale. C'est-à-dire que les doses de chimiothérapie ne sont pas celles d'un cancer du sein, d'un cancer digestif, d'un cancer du poumon, sont des doses qui font que si la greffe de moelle ne succède pas, le patient se retrouve sans globule rouge, sans globule blanc, sans plaquettes. Donc chimiothérapie à dose létale, et dans certains cas, comme on n'est pas content, on rajoute une radiothérapie qui elle aussi va être à dose létale. Alors les Anglais disent supralétale, je ne comprends pas ce que ça veut dire parce que je ne comprends pas comment on peut être plus mortel que mortel. Donc, les Anglais, nos copains, les Anglais. Donc on fait une chimiothérapie à dose létale, on rajoute parfois une irradiation à dose également létale, et ce n'est que dans ces conditions qu'on peut remplacer la moelle qui a été complètement éradiquée par des cellules qui sont saines. Alors ça veut dire qu'à partir du moment où le patient va se retrouver avec 0 globule blanc, 0 plaquette, 0 globule rouge, et surtout 0 globule blanc, il peut être à la merci de toutes les infections possibles et imaginables. Donc il faut que ça se passe dans une unité protégée, un secteur protégé, stérile, complètement stérile. On en a donc construit une il y a 4 ans à l'hôpital de l'Archer,
qui est une des plus modernes qui existent, qui a été conçue sur 2 étages, qui comprend 10 lits, dont un qui est en permanence pour les urgences, qui est informatisé avec le top du top, avec des gens qui savent se servir d'une télécommande mieux que je ne sais me servir, avec surtout un système de filtration de l'air par flux laminaire qui a été très longtemps pensé, et là bon, c'est moi qui, en particulier qui ai pensé, pour qu'il n'y ait pas de bactéries, qu'il n'y ait pas de virus, qu'il n'y ait pas de champignons. Et donc on peut faire une chimiothérapie agressive, et on peut faire une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et donc on recrute des patients de toute la région PACA-Est, du Var, de Monaco, de la Corse, et on a eu beaucoup de patients post-Tchernobyl, post-Ukraine, post-Russie, post-pays de l'Est, qui sont venus se faire greffer à l'unité protégée du CHU de Nice. Alors, ça c'est tout un étage, c'est-à-dire qu'on a un étage où on a des chambres, et on a un étage où on n'a que de la technique avec la filtration de l'air. Des millions et des millions d'euros, vous l'imaginez aisément. On a fait une informatique spécifique dans chaque chambre, c'est-à-dire que vous voyez qu'on a le lit du patient et on a fait un système où le médecin, quand il rentre dans la chambre, au lieu de faire ce qu'il faisait précédemment, c'est-à-dire qu'il sortait pour aller voir la radiographie du thorax du patient, qui rentrait, c'était bon, des risques de transfert microbien, il a toute l'iconographie à l'écran. Il a bien sûr le clavier, il a la biologie, la créatinine, les globules blancs et tout. Il n'a pas à faire les allers-retours qui étaient faits auparavant. Et donc ça permet d'avoir une réactivité, parce que tout de suite sur le clavier, il va modifier la chimiothérapie, il va modifier les antibiotiques. Donc c'est une très grande technicité et on a beaucoup baigné avec ce type d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un donneur et un receveur soient compatibles? Alors, tout à l'heure, on a parlé du groupe sanguin ABO et Rhésus. Au début des greffes de moelle osseuse, on voulait absolument que le donneur et le receveur aient le même groupe sanguin ABO. Maintenant, on s'en moque complètement. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus capables d'enlever les globules rouges du donneur et également d'enlever les anticorps antiglobules rouges de receveur. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une compatibilité ABO, ce qui est extrêmement important. En revanche, cette compatibilité HLA dont je vous ai parlé, elle doit être totale, parce que c'est la compatibilité des globules blancs, donc des cellules de la moelle osseuse, elle doit être totale. On n'est pas dans la situation d'une greffe d'organes, parce qu'on va greffer un système immunitaire avec un autre système immunitaire. Donc il faut que ce soit vraiment total. Donc en France, je vous le répète, un receveur potentiel a une chance sur 4 d'avoir un donneur dans sa fratrie. Dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de chances quand il y a 10, 12 donneurs. Et moi, j'ai appris à faire des greffes de moelle osseuse à Londres, où il y avait énormément de patients qui venaient d'Arabie Saoudite, qui venaient avec 12, 13, 14 frères et sœurs, donc on n'avait pas de problème de donneurs. Donc ça veut dire que dans un pays européen, il y a 3 risques sur 4 de ne pas avoir de donneur dans la fratrie. Alternative, le donneur de fichier, qu'on interroge par ordinateur, et s'il n'y a pas de donneur sur le fichier, on regarde s'il y a un sang de cordon quelque part dans un congélateur qui peut faire l'affaire. Comment on prélève la moelle osseuse du donneur? Soit au bloc opératoire, sous anesthésie générale, on ponctionne les ailes iliaques, les ailerons sacrés, éventuellement au niveau du sternum. Si on ponctionne trop de moelle, ça veut dire qu'on enlève beaucoup de globules rouges, on prévoit à l'avance une autre transfusion pour que le donneur ne soit pas anémique en sortant de la greffe. En principe, donc, nous, on prélève le vendredi et le lundi, il reprend le travail. Il a l'impression d'avoir eu un grand coup de pied dans les fesses. L'arrêt de travail n'est que 2 jours. C'est triste, mais c'est que 2 jours pour avoir sauvé une vie. Ça pourrait être plus. Donc, gros hématome, gros coup de pied aux fesses et reprise du travail 2 jours après. Et puis, au bout de 10 jours, la moelle est régénérée, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de séquelles. C'est pas un organe qu'on a enlevé, c'est pas un rein qu'on a enlevé, c'est pas un demi-foie qu'on a enlevé. C'est des cellules qui régénèrent, comme quand vous avez une coupure cutanée et que ça régénère.
L'alternative à ce prélèvement de moelle osseuse que redoutent les donneurs, c'est prélever des cellules souches périphériques par ce qu'on appelle la cytaphérèse. Alors la cytaphérèse, c'est une machine qui est celle qui est située à côté du patient, qui en fait permet un circuit extracorporel, c'est-à-dire qu'on a un cathéter dans le bras droit, un cathéter dans le bras gauche. Les cellules du sang périphérique vont passer par la machine et vont revenir chez le patient. Pourquoi? Parce qu'on a constaté, il y a quelques dizaines d'années, mais pas beaucoup, que les cellules de la moelle osseuse, de temps en temps, elles faisaient un petit tour dans le sang périphérique, elles faisaient une petite balade, et puis elles revenaient dans la moelle osseuse. Elles ne restaient pas tout le temps dans la moelle osseuse. Et avec cette machine, qu'est-ce qu'on fait? On capte les cellules de la moelle osseuse qui sont en train de faire une petite balade extra-osseuse, on les capte, on les compte, et si on a le chiffre suffisant, le nombre suffisant, on va les utiliser pour faire la greffe, sans avoir eu besoin de ponctionner les os du patient. On peut même les trier. On a inventé des machines qui nous permettent de décider que parmi les cellules qu'on a récupérées, on veut plutôt celle-ci, plutôt celle-là, plutôt tel lymphocyte, plutôt tel autre lymphocyte. Ces lymphocytes, on ne les veut pas, on ne les prend pas parce qu'il peut y avoir des réactions adverses. Donc, on peut vraiment sélectionner ce qu'on veut comme cellule. Et ce qui est étonnant et que personne ne sait de manière générale, c'est que la réinjection de la moelle osseuse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne consiste pas à ponctionner tous les os du receveur pour lui remettre un petit peu de moelle, mais pour des raisons qui sont mystiques pour certains, qui s'expliquent de manière scientifique pour d'autres par un mécanisme qui s'appelle le homing, qui est en fait question de récepteur entre les cellules et la moelle osseuse. Les cellules de la moelle osseuse qu'on va mettre dans le sachet de sang, qu'on va mettre dans le sang périphérique, spontanément vont aller dans la moelle osseuse. Alors là, on a eu quand même un grand coup du destin parce que tout seul, on n'aurait pas pu croire. Voilà. Alors, l'historique mondial. Alors, des greffes de moelle osseuse. En 1958-59, il y a eu les premières allogreffes dites aléatoires, vous allez voir pourquoi, de greffes de moelle osseuse. En effet, il y a eu 6 savants yougoslaves qui travaillaient dans une centrale atomique, qui ont été irradiés. Et comme ils ont été irradiés, leur moelle osseuse était complètement inefficace, ils étaient en aplasie médulaire. Ils sont venus à l'hôpital Saint-Louis, qui était réputé pour sa compétence en hématologie, où il y avait Georges Maté et Léon Schwarzenberg. Et Georges Maté et Léon Schwarzenberg ont décidé de faire des greffes de moelle osseuse à une époque où l'histocompatibilité n'existait pas, on ne connaissait que les systèmes ABO. Alors il y avait peu de connaissances, il y avait aussi peu de donneurs, il y avait tellement peu de donneurs que Léon Schwarzenberg a donné sa propre moelle osseuse pour un des patients. Sur les 6 savants qui ont été allogreffés, 4 ont survécu. Les 2 greffeurs aussi. En 1963, à ce moment-là, il y a eu une première allogreffe qui a été faite à partir d'une fratrie, à partir d'un frère du patient. Cette première allogreffe, qui a permis au patient de survivre pendant 2 ans, a été faite par Georges Maté, Léon Schwarzenberg, Albert Catan, Amiel, que j'ai oublié, et Maurice Schneider, ici présent. Et donc c'est terminé. Et comme Maurice Schneider ne comprenait rien au système HLA, puisque le système HLA n'existait pas, ce qu'il faisait à l'époque, pour choisir parmi les frères et les sœurs lesquels on allait prendre pour faire la greffe de moelle osseuse, il faisait une biopsie cutanée. La biopsie cutanée du donneur, il la greffait sur la peau du receveur. S'il y avait une nécrose, comme c'est passé ici, ça se passe ici, ça veut dire que ça ne marchera pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas copains. Si en revanche la greffe cutanée prenait, ça veut dire qu'il y avait de bonnes raisons de penser que la compatibilité au niveau immunitaire, de manière générale,
était bonne. Donc c'est ce qui a été fait, et donc le patient a survécu pendant 2 ans. Donc quelles sont les conclusions? Les conclusions, elles sont un petit peu... il faut bien les analyser. La première conclusion, c'est que les premiers patients qui ont été greffés en 59, 58, 59, ils n'ont pas survécu grâce à l'allogreffe de moelle osseuse. En fait, on a su par la suite, ceux qui ont survécu parce qu'ils avaient été les moins irradiés, et c'est leur propre moelle qui a récupéré. En ce qui concerne 1963, ça a été quand même la première preuve, la première démonstration qu'on pouvait prélever de la moelle osseuse, l'injecter, et que ça se passe correctement avec au moins une survie de 2 ans pour un patient dont la survie était évaluée à quelques semaines, voire quelques jours. La troisième conclusion, c'est quand même de savoir que Albert Catan, qui maintenant est à Reims, et Maurice Schneider, qui est maintenant à Nice, démontrent que la transplantation d'un cancérologue de la région parisienne, ou en Champagne, ou dans les Alpes-Maritimes, est un gage de longévité. Ça, c'est quand même... Alors, en 1975, les Américains sont un petit peu excités, et Donald Thomas a fait les premières allogreffes familiales. Alors, les premières allogreffes familiales les plus faciles sont lesquelles? C'est les jumeaux. Les jumeaux identiques, ça marche à tous les coups. On n'a même pas besoin de connaître le système HLA. Jumeaux identiques, ça marche, ils sont pareils. Et il y a eu une guéguerre entre Donald Thomas, entre Georges Mathé, sur la paternité des premières greffes de moelle osseuse, ce qu'on a connu par la suite avec le sida, puisque Montagnier et Gallo, il y a eu la même compétition, mais je dis souvent que la sidénologie est la photocopie de l'hématologie, qu'il y a eu beaucoup de ressemblances, donc il y a eu les mêmes conflits entre les États-Unis et la France, et pour le sida, et pour la paternité des greffes de moelle osseuse. Donc, première allogreffe familiale, Thomas aux États-Unis, mais familial histocompatible, parce qu'à ce moment-là, lui, il connaissait le système HLA, qui a été découvert par la suite par Doucet, qui est un Français. Première autogreffe, je vous expliquerai pourquoi on fait les autogreffes, Norbert Gorin à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Première allogreffe à partir de sang périphérique, c'est la machine que je vous ai montrée, 1982. Premières autogreffes à partir de sang périphérique, 84. Première greffe de sang de cordon ombilical, Eliane Gluckman, sur une malade américaine en 1988. Et 1995, première mini-allogreffe. Les mini-allogreffes, je vous dirai 2 mots de ce que c'est. Ce sont en fait des greffes qu'on fait chez des gens âgés qui ne supporteraient pas une chimiothérapie trop agressive, et chez qui on fait une chimiothérapie moins agressive, et au lieu d'avoir d'un coup toutes les cellules malades qui disparaissent, remplacées par les cellules saines, on laisse une période où il y a les cellules malades qui cohabitent avec les cellules saines, et progressivement les cellules saines vont dévorer, entre guillemets, les cellules malades. C'est ce qu'on appelle les mini-allogreffes, et qu'on fait chez des sujets qui ont 70 ans, voire plus, en particulier à Nice, puisqu'on a été des promoteurs dans les greffes de moelle osseuse des sujets âgés, puisque quand on a commencé à faire les greffes de moelle osseuse, personne ne greffait après 40 ans ou 45 ans. Donc, 1981, première allogreffe de moelle osseuse que j'ai réalisée à Nice, à l'hôpital de Signé. 1982, première autogreffe. 1997, première greffe de sang de cordon. 2000, première mini-allogreffe, donc chez un patient âgé chez qui on a fait une chimiothérapie moins importante. Entre 1981 et 2012, 700 greffes. En 2013, maintenant, le service dont j'avais la responsabilité est dirigé par le professeur Worlich. Il a fait 45 greffes de moelle osseuse en 2013. Je n'ai pas encore les chiffres de 2014, mais je crois qu'on est à 52 allogreffes. Donc il y a des greffes qui ont été faites à partir de moelle, d'autres à partir de cellules souches périphériques, d'autres à partir de cordons. Parfois on prend 2 cordons parce qu'on n'a pas assez de cellules. Et puis il y a eu des autogreffes. Vous allez voir pourquoi. Des autogreffes, dont 3 pédiatriques. Alors ça, c'est les pionniers, donc les années tout début, 81, donc avec Nicole Gradkos. C'est ta communion là, C'est ma communion, le mec qui n'était pas ma communion. Patrick Rampal qui est devenu doyen par la suite, Nicole Gradkos, donc c'était le tout début des
greffe de moelle osseuse à un des premiers congrès d'oncohématologie qui avait probablement lieu au Negresco, puisque bon, on était vachement riche avant quand même. Alors, le fichier des donneurs volontaires, a été créé par Jean Bernard et Jean Dosset en 86, puis après une association greffe de moelle, Transplant, et maintenant, donc, c'est dirigé par l'Agence de la biomédecine. Il y a non plus 220 000, mais 240 000 donneurs volontaires en France, ce qui est ridicule. Il faut savoir qu'il y a 240 000 personnes inscrites en France qui sont d'accord pour donner leur moelle osseuse, et qu'il y en a 3,5 millions en Allemagne. Dans le monde, le fichier fait 24 millions de donneurs. 24 millions de donneurs. Donc 24 millions de donneurs, on augmente chaque année le fichier du 06. En 2014, on était à 6 000. Et on a, entre les Alpes-Maritimes, le Var et Monaco, 60 donneurs en attente. Et en France, il y a à peu près 60 receveurs en attente. Et en France, il y en a à peu près 4 000. Alors, quelles sont les conditions pour devenir donneur de moelle osseuse? Avoir entre 18 et 51 ans, mais si vous vous inscrivez avant 51 ans, on peut vous appeler jusqu'à 60 ans. Être en bonne santé, ce qu'on vérifie de toute façon par des tests cliniques et biologiques. On vous fait une prise de sang pour le groupage ABO, le système HLA bien évidemment, et on vérifie que vous n'avez pas de VIH, VHC bien évidemment. Et ce que les gens comprennent difficilement, c'est que quand ils sont donneurs de moelle osseuse, on ne leur saute pas dessus pour leur prendre leur moelle et l'utiliser. On les inscrit dans un registre et on les appelle si besoin. Jamais, 10 ans, 20 ans, ou peut-être le lendemain. Alors, quand on veut devenir donneur de moelle osseuse, on appelle un numéro, si vous ne le retrouvez pas, il se retrouve facilement sur Internet, qui est le laboratoire d'immunologie, le centre donneur dirigé par Muriel de Mathéis. On téléphone, on dit je veux être donneur, et elle vous dit venez, elle vous disait venez, et allez faire une prise de sang dans le service du professeur Cassuto. Elle ne vous dit plus ça, d'abord parce que c'est plus moi que c'est le professeur Orlich, mais pour une autre raison. L'autre raison, d'une part, elle va tout mettre sur un registre international, ce qui fait que s'il y a un patient en Australie qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse, il va appeler Muriel de Mathéis, et si elle a un patient à Nice qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse et que le donneur est en Australie, on va avoir un contact. Il faut savoir qu'entre le moment où on fait le prélèvement de moelle et le moment où la moelle doit arriver, c'est pas le donneur qui vient. Si on est un donneur à New York, il ne vient pas à Nice. C'est la moelle qui vient. Le problème, c'est que quand vous êtes, par exemple, greffeur, que vous greffez tous les vendredis matins, que vous attendez une moelle osseuse qui vient de New York, que vous allumez la radio dans votre voiture en allant de chez vous à l'archer, que vous entendez grève des transports aériens, mais dès qu'il n'y a plus d'avion, je peux vous dire que vous n'êtes pas très très fier. Vous n'êtes pas très très fier parce que la vie de vos patients est en danger et que est en danger mortel. Et donc vous êtes dépendant d'un tas de paramètres qui n'ont rien à voir avec la médecine. Alors, pourquoi je dis que Muriel de Mathéis ne vous dit plus aux donneurs de venir dans le service d'hématologie faire une prise de sang? Parce qu'on a mis au point avec elle, enfin surtout elle, on a mis au point depuis 2 ans, on a été pilote au CHU de Nice, un test salivaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un est volontaire pour être donneur de moelle osseuse, on lui fait plus une prise de sang. On lui prend un petit peu de salive, qu'on lui fait cracher dans ce petit système qui s'appelle Oragène, et avec la salive, comme les experts de Miami, les experts de toutes les séries que vous connaissez, on a son ADN. Donc on fait ce qu'on veut avec son ADN, sauf qu'on n'a pas le droit de le donner à la justice. Et donc, avec la salive, on peut avoir le système HLA du donneur sans faire de prise de sang. Alors ça a été révolutionnaire. C'est la raison pour laquelle, dans le projet que j'ai mis au point et qui marche très très bien, quand on recrute, moi j'ai voulu qu'on recrute en milieu sportif. En particulier, on recrute au marathon de Nice, on recrute dans des rallyes automobiles, on recrute
dans différentes courses à pied, on recrute dans des stades. Pourquoi? Parce que par exemple, au marathon de Nice, il y a 14 000 participants qui ont entre 18 et 51 ans, sauf que quelques vieux cons comme moi qui ont plus que 51 ans. Tu l'as jamais fait, je t'ai pas insulté. Et donc, on leur dit, voilà, si vous êtes donneur, juste on vous demande d'avoir un petit salive et on vous inscrit comme fichier. Donc, sur le fichier, on ne vous dit pas venez dans une semaine au CHU d'Archer. Donc on gagne beaucoup de temps. Alors les différentes greffes de moelle osseuse, donc je vous les représente de manière schématique. Il y a l'allogreffe classique, c'est-à-dire un donneur A donne sa moelle à un donneur B. Il y a la mini-allogreffe, un donneur A donne au donneur B, mais on attend une période où il va y avoir un petit peu des deux cellules, les mauvaises et les bonnes. L'allogreffe de CSP, c'est la même chose, mais on ne prend pas la moelle osseuse, on prend les cellules du sang périphérique. Et l'autogreffe. Alors pourquoi faire une autogreffe? C'est-à-dire pourquoi prendre la moelle de quelqu'un pour la lui injecter? C'est une idée à la braque, ça. Hein? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que quand vous avez par exemple quelqu'un qui a un cancer qui est chimiosensible, les chimiosensibles, vous augmentez la dose de chimio et vous apercevez que la tumeur diminue. Mais il y a un moment où vous ne pouvez plus augmenter la dose de chimio parce que la tumeur diminue, mais il n'y a plus de globules blancs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire la chimio intensive, on prend ces cellules de moelle osseuse, on les met au congélateur, on fait la chimiothérapie, et quand il arrive près de 0 globules blancs, on lui réinjecte sa moelle osseuse, donc il récupère un nombre de globules blancs qui est correct. Et enfin la dernière technique, il y en a encore une autre mais que je n'ai pas citée ici, la dernière technique c'est celle du cordon ombilical. On prend le cordon ombilical qui normalement va à la poubelle, donc c'est quand même tout bénef, et on utilise ce cordon ombilical à partir du moment où il est HLA compatible pour faire une greffe dite de moelle osseuse, mais c'est pour ça que ça s'appelle de cellules souches hématopoïétiques, puisque c'est plus de la moelle osseuse, et qui permet de sauver quelqu'un. Donc un détritus, un produit qui va à la poubelle, peut sauver une vie. Alors on s'est aperçu que les patients, les receveurs, les donneurs, les familles posaient des tas de questions. Entre le moment où on leur dit vous avez une leucémie aiguë, on va vous greffer. Qu'est-ce qui va se passer entre la greffe et la guérison? Donc on a des tas de questions, les cheveux, est-ce que je peux être greffé 2 fois? Combien de temps je vais être à l'unité protégée? C'est 4 à 6 semaines. Est-ce que si ça ne marche pas, on peut faire une deuxième greffe? Est-ce que je pourrais manger n'importe quoi? Est-ce que je pourrais avoir l'ordinateur dans l'unité? Donc comme ces questions appelaient souvent des réponses différentes selon le médecin, selon l'humeur, on a fait un DVD, lequel DVD est donné est montré aux familles des patients. Au début, j'avais imaginé qu'on le donnerait, mais puis je me suis dit, non, le gamin, il va mettre le DVD de la greffe de moelle à la place de Peter Pan, tout seul dans sa chambre, c'est pas très bon. Donc, il n'y a plus un DVD qui sort du service. Le DVD est présenté en présence d'un psychologue dans le service. On met sur stop quand la famille dit on n'a pas compris, là on n'a pas bien compris, on revient en arrière, on explique et tout. Le DVD ne va plus à la maison, il n'y a que Peter Pan. Donc, que dire en 2014-2015? C'est ce que disait déjà Schwarzenberg à l'époque, dans d'autres circonstances, d'avoir un malade condamné, le greffeur doit se dire qu'il va tout faire pour le sauver, mais on peut sauver. Nous, avec toutes les techniques qu'on a qui sont au point, on a besoin d'une série, d'une chaîne de solidarité avec des donneurs. Sans donneur, le greffeur ne peut pas greffer. Et voilà, ça c'est Sénèque qui avait dit ça, mais je ne l'ai pas connu. Je ne sais pas, Maurice l'a connu, Sénèque. C'est pas parce que les choses sont difficiles c'est parce que nous n'ont pas qu'elles sont difficiles. Et moi j'ai préféré un truc qui représente plus un petit peu mes activités habituelles. Non mais voilà, il n'est pas là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, si vous avez des questions, gardez-les pour tout à l'heure, parce qu'il y a un film qui a été tourné dans le service sur la greffe de moelle osseuse, et probablement que dans ce film, il y aura des questions que vous vous posez. Si ce film ne donne pas les réponses, le film dure 20 minutes, je répondrai à vos questions.
Il est plus fort. On peut pas aller plus fort que... Zoé, comment ça se passe quand vous êtes sortis? C'est brûlant ce matin, aucun problème. Les prises qui sont très bonnes. Comment ça Oui, donc ça c'est une jeune fille qui est en attente de greffe de moelle osseuse qui vient consulter avec ses parents. Tout est normal, il n'y a pas de cellules qui nous inquiètent. Donc on les greffe en rémission, on essaie qu'il y ait le moins de cellules possible, apparemment, puisqu'il en reste toujours un petit peu. Oui, même quand on regarde avec des techniques très sophistiquées, vous êtes en rémission complète. Ouais, il faut greffer en rémission complète. Alors la greffe, donc on va y aller. Parce qu'on a vu votre dossier à plusieurs dans une réunion médicale, et on est tous d'accord pour vous proposer la greffe. Parce que vous avez une forme de maladie qui a un risque important de rechute. On l'avait déjà évoqué. Donc il faut qu'on fasse cette greffe de moelle. Avec Audrey? Maman, attends. Avec Audrey, puisque Arnaud n'est pas compatible, mais Audrey est totalement compatible. Donc la greffe. Donc il y avait un frère et une sœur. Comment ça va se passer? Parce que j'ai pas osé me poser des questions très précises. Bon, c'est pas plus mal que vous ne les ayez pas posées jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est une consultation pour annoncer cette greffe. Alors, si tout le monde est d'accord, vous aurez plusieurs entretiens, vous pourrez poser des questions que vous voulez. Et le premier entretien, c'est avec Bernard Olivier, notre psychologue. Bernard, vous aviez prévu de les voir aujourd'hui. Si le souhait est Alors il y a en permanence un psychologue qui assiste à la consultation d'annonce. d'abord, il y a un certain nombre d'informations. Donc, autant que ce soit tout de suite. D'accord. Ça va. Ok, eh ben, d'accord, on enchaîne sur votre consultation. Très bien. Voilà, donc on prend le moment là pour cette première rencontre et vous apporter un certain nombre d'informations. Alors, déjà, nous nous présentons, nous sommes deux psychologues dans le service, Catherine Antonetti et moi-même Bernard Olivier. Nous sommes à la disposition des personnes qui vont être hospitalisées, qui sont suivies dans le service, mais également l'entourage et les familles. C'est vrai que c'est pas toujours facile à vivre quand on fait partie Mieux? Ah oui, on n'entend pas. L'hospitalisation en unité stérile que vous allez vivre, ça a l'air d'être souvent un événement déstabilisant, pas traumatisant, mais qui peut troubler une personne. Alors nous sommes à votre disposition pour à n'importe quel moment, que ce soit au préalable, mais aussi pendant l'hospitalisation, vous apporter une aide, un soutien, pour vous aider à adapter au mieux vos capacités et vivre l'hospitalisation dans les meilleures conditions. Alors, ça peut se passer à travers un ou plusieurs entretiens, la mise en parole d'une façon de pouvoir se libérer des émotions qu'on peut ressentir au cours de ces hospitalisations ou dans ces conditions particulières. Ça peut passer aussi par des séances de relaxation. Si vous voulez, l'objectif, c'est de vous aider à gérer au mieux le stress inhérent à cette hospitalisation. Si vous avez des questions plus précises pour l'instant ou si ultérieurement il vous vient d'autres questions, on est à votre disposition. Bonjour madame. Je suis là donc pour vous expliquer comment va se dérouler la greffe. Alors déjà vous allez être hospitalisé à l'unité protégée du service. Ça, on vous a proposé de faire cette greffe. Oui, c'est pour éliminer les cellules anormales qui sont dans ma moelle et la remplacer par celle de ma sœur qui est normale et aussi pour éviter la rechute. Voilà, c'est ça. Alors, après la greffe, il va falloir qu'on vous prépare. Donc, il va falloir qu'on vous fasse une chimiothérapie, une radiothérapie, qui est une irradiation corporelle totale. Ensuite, vous aurez l'injection de la moelle de votre sœur. Cette injection se fait tout simplement par voie intraveineuse et elle se fera le jour du prélèvement. Ce jour-là, votre sœur sera prélevée donc, au bloc opératoire sous anesthésie générale. Voilà, donc il va y avoir une période de 3 à 4 semaines pendant laquelle il y aura certainement des problèmes qui sera peut-être un peu difficile, avec de toute façon une nécessité de transfusion, peut-être de la fièvre, des infections. Et au bout de ces 3 ou 4 semaines, la
la moelle de votre sœur va redémarrer, va se remettre. Et globules dont vous avez besoin. Tout ça, c'est gagné. Pour être sincère, pas encore tout à fait, parce qu'il peut encore y avoir d'autres types de problèmes, et en particulier ce qu'on appelle la réaction du greffier contre l'os. Alors là, il survient lorsque les cellules de la greffe, c'est-à-dire de votre sœur, ne reconnaissent pas certaines cellules vous appartenant qu'elles considèrent comme des corps étrangers. Ce sont les cellules de la peau, du tube digestif et du foie. Donc ça peut occasionner des perturbations biologiques, mais aussi cliniques, avec une éruption cutanée, parfois des troubles digestifs ou une jaunisse. Et après ? Alors, après, si cette réaction est intense, on va être obligé de la traiter. Donc, on va vous faire un ou plusieurs traitements qui sont codifiés. Mais il faut que je vous rappelle quand même que, d'ailleurs, que cette maladie survienne ou pas, vous allez vraisemblablement avoir une période difficile après la greffe. Et quand elle sera en unité protégée, on pourra venir la voir? Bien sûr, on va vous expliquer comment ça se passe. Bonjour. Bonjour Zoé. Bonjour madame, je suppose que vous êtes sa maman? Oui, c'est ça. Alors je vais me présenter, je suis madame Pietri, je suis cadre infirmier donc à l'hôpital de jour et on m'a chargé de vous recevoir pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler l'hospitalisation à l'unité protégée. Voilà, je crois que donc tu as déjà été hospitalisée aux soins intensifs d'hématologie, oui c'est ça pour ta chimiothérapie. Bon, c'est à peu près la même chose, si ce n'est que les conditions d'asepsie sont encore plus importantes que ce qu'il y avait aux soins intensifs. Mais en fait, ce que je me demandais, c'était combien de temps je vais rester dans la chambre stérile? Alors donc pour une allogreffe, je crois que tu vas être allogreffée avec ta sœur, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc une allogreffe, il faut compter 6 semaines, c'est la durée moyenne. 6 semaines? C'est long, oui, c'est long. Bon, c'est vrai que les plus rapides, c'est un petit peu avant, mais bon, il ne faut pas s'affoler non plus si on dépasse un tout petit peu. Hein. C'est une moyenne 6 semaines. Est-ce que je pourrais recevoir souvent des visites? Des visites. Alors des visites, donc tu auras droit à des visites, une visite par jour. Donc en principe c'est l'après-midi à partir de 13h. Donc une visite par jour, pourquoi? C'est pour limiter donc tout risque d'infection, de contagion, hein, donc qui se multiplie chaque fois qu'une personne rentre. Une seule personne? Une seule personne. Combien de temps? Combien de temps? Bon, non, un petit peu plus, on n'est quand même pas très regardant. Je pense que ça dépendra quand même de ton état de santé, hein, c'est-à-dire que quand tu seras très fatigué, peut-être que il faudra rester un petit peu moins, mais c'est vrai que comme on sait que on n'a qu'une seule visite, voilà, on va pas... Et est-ce que je pourrais amener des affaires personnelles? Oui, bien sûr. L'ordinateur ou... Voilà. Oui, l'ordinateur, bien sûr, donc vous pourrez l'apporter. Et en plus, là, il y a une liste donc, qui recense tout ce que vous pouvez apporter, que ce soit donc... pour le matériel, les loisirs, d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue alimentaire, donc voilà. Il faut savoir que déjà les chambres sont bien équipées parce qu'il y a donc dans chaque chambre donc une télévision avec 27 chaînes câblées, tu as un magnétoscope, tu as un lecteur de CD et cassette. Bon, tu m'as l'air assez dynamique et sportive, donc tant que tu pourras, dans la chambre il y a un vélo, donc tu pourras faire un petit peu de sport, hein, ça c'est bon pour le moral, de pouvoir continuer à essayer de faire le plus de choses possible normalement. Voilà, donc... Et comment va se passer la greffe? Alors la greffe en elle-même, donc bon, il faut pas t'imaginer quelque chose de très très important. En fait, c'est comme une transfusion. Hein. On va te transfuser donc les cellules de ta sœur par voie intraveineuse. Et sa sœur se trouvera dans la même chambre à ce moment-là pour la greffe? Non. Sa sœur sera hospitalisée donc, pour le prélèvement dans un service de chirurgie et une fois que le prélèvement est fait, on amènera donc directement la moelle et ce sera transfusé dans le service. D'accord. Merci. Oui, donc nous sommes ici dans le salon donc, de radiothérapie au centre Antoine Lacassalle et ici nous avons donc le traitement de l'irradiation corporelle totale
ICT, ou TBI en anglais, qui est donc un des traitements qui intervient dans le conditionnement de la greffe de moelle, allogreffe ou autogreffe. Qu'est-ce que vont faire donc ces rayons, donc sur le corps en totalité? C'est une des modalités de traitement pour éradiquer les cellules anormales du patient particulièrement leucémique, qui va donc avoir ce conditionnement à la greffe de moelle avec la chimiothérapie et donc cette irradiation corporelle totale qui va compléter l'effet d'éradication des cellules anormales de la moelle osseuse au niveau du patient. Donc ces petites sondes sont mises en place pour mesurer la dose en cours d'irradiation et donc vérifier donc la bonne répartition de la dose. Pendant toute la séance qui dure à peu près une demi-heure, vous êtes toute seule dans la salle, mais vous nous appelez s'il y a quoi que ce soit, on vous voit dans la caméra à l'extérieur, vous pouvez nous appeler, lever le bras éventuellement, et nous entrons tout de suite. Toutes les 10 minutes, nous coupons la séance pour venir vous voir. Pendant la séance, vous avez également des caches au niveau pulmonaire qui vont protéger ces organes. Tout le reste est traité de façon homogène pendant ces 5 séances, une séance tous les jours, pendant 5 jours avant la greffe de moelle. Sur le plan pratique, c'est un traitement qui n'est pas douloureux, on ne ressent rien, c'est comme une radio, mais au bout de 3-4 séances, les effets secondaires vont commencer un petit peu à apparaître, avec, comme pour la chimiothérapie, des nausées, un certain mal-être, mais ce traitement à distance ne laissera pas de séquelles. C'est une faible dose d'irradiation, mais délivrée sur l'ensemble du corps, qui agit un petit peu dans ce cas-là comme une chimiothérapie. Donc généralement, c'est vrai que vous allez être accompagné par toute l'équipe du CHU qui a pris en charge votre affection. Donc ensuite, une fois que vous arrivez dans les locaux du centre, vous êtes pris en priorité pour passer donc sur la table d'examen. Une fois que vous êtes dans la salle d'examen, donc on va complètement vous prendre en charge en ce qui concerne la réalisation technique. Donc vous allez avoir des spécialistes qui vont être à votre disposition, que ce soit le physicien, un manipulateur, l'infirmière qui vous accompagne donc du CHU. Et ensuite, parfois, une aide-soignante aussi qui va prendre en charge toute la surveillance pendant la totalité de l'irradiation. La cytaphérèse, c'est un procédé de séparation et de prélèvement des éléments figurés du sang. Dans le cadre de la greffe de moelle, on va prélever dans les globules blancs circulants les cellules souches hématopoïétiques sanguines, qui sont des cellules qui sont capables de reconstituer la moelle osseuse après la greffe. Dans le cadre d'une autogreffe, on prélève par cytaphérèse le patient lui-même, et dans le cadre d'une allogreffe, on va prélever le donneur sain. Cette technique est actuellement la plus utilisée, car elle remplace avantageusement le prélèvement de moelle sous anesthésie générale. Lorsqu'un patient est en attente de greffe de moelle osseuse et n'a pas la chance d'avoir un frère ou une sœur compatible dans sa fratrie, nous consultons le fichier national, voire international des donneurs volontaires de moelle osseuse. À ce jour, le fichier compte à peu près 8,5 millions de donneurs dans le monde. Pour faire partie de ce fichier, il nous suffit d'une seule prise de sang sur laquelle nous allons réaliser le groupage tissulaire, que l'on appelle aussi le groupage HLA. Et le prélèvement de moelle osseuse sous anesthésie générale ne se fera que s'il y a une identité HLA entre le donneur et son patient. Je rentre des États-Unis où je suis allée chercher de la moelle osseuse pour un patient qui est suivi sur le CHU de Nice.
Alors pourquoi les États-Unis? Eh bien tout simplement parce que l'équipe médicale, dans un premier temps, après avoir donc posé l'indication d'une greffe de moelle osseuse, a cherché un donneur compatible au niveau intrafamilial, puis ensuite au niveau du fichier de donneur de moelle osseuse français, puisqu'on peut être donneur bénévole de moelle osseuse comme on peut être donneur de sang. Malheureusement, il n'y avait pas de compatibilité. Les recherches ont été poursuivies au niveau européen et finalement, c'est au niveau du continent nord-américain que nous avons pu trouver un donneur parfaitement compatible pour notre receveur niçois. Donc comme vous le voyez, c'est une activité qui est en fait basée sur un système de réseau international avec des échanges bilatéraux entre l'Europe, l'Amérique du Nord, voire même l'Australie. Tout cela pour pouvoir trouver le meilleur appariement possible entre le donneur et le receveur. Bonjour. Comment allez-vous? Pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais entrer. J'arrive pas à manger. Depuis quand? Depuis hier. Ça a commencé soudainement, brusquement, hier soir. En fait, vous passez tout à fait normal. Tous les patients ici l'ont. Ça s'appelle mucite. C'est une complication de la greffe de moelle osseuse. Il y a des médicaments contre la douleur. Vous allez voir, ça agit très rapidement. Pour tout ce qui concerne la nourriture, on vous donne tout ce qu'il faut là dans la perfusion. J'aimerais bien examiner votre bouche. Je vais très doucement. Ouvrez la bouche, très doucement. Je vois. Très bien. Ok. C'est pas très grave. Ça va disparaître dans les jours qui viennent. Hélène, bonjour. Comment ils vont ce matin? Ça va, il y a quelques patients qui ont de la température. Et la petite souris se plaint d'avoir mal à la bouche. L'immédiat est en train de l'avoir. D'accord. Ok, je regarde les grilles de transmission d'abord. Bonjour, je suis Delphine. Oui. Je viens rendre visite à Zoé. D'accord, mais elle sera contente d'avoir un petit peu d'accompagnie. Par contre, je vais vous expliquer les précautions à prendre. Les mesures à prendre avant de rentrer dans la chambre. Ok. Alors, je vais d'abord vous donner des surchaussures. Donc, sur un pied, on passe la bande bleue et on vient ici. Voilà, sur l'autre, la même chose. Ici. Voilà, après on se prend la tête, on essaie d'enfermer tous les cheveux. Voilà. Après vous allez venir vous laver les mains, ici. D'accord. Donc là c'est une cellule électrique. Voilà, les grandes cellules de mains. Ça vient de bien. Et c'est bien, il va faire. Voilà, la poubelle est là. Après, on met ici, c'est une sur-blouse, un sur-blouse. Le bouton derrière. Voilà, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider, pour vous expliquer si besoin. D'accord. Pour vous aider à vous habiller. Voilà, et donc maintenant on va pouvoir entrer dans le service proprement dit. On est avec moi. Secret professionnel, moi ce que j'avais décidé, c'est que en dehors du personnel médical, ce soit des acteurs qui fassent le rôle des patients et de la famille. C'était été fait.
Et comme il fallait faire travailler des gens pour faire la filmographie, et si bien c'est tout, j'ai fait travailler un centre d'aide par le travail d'adultes handicapés, pour que ce soit eux que reviennent les finances, donc on a fait tout double ou couterie.